Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Bonjour Steve. Bonjour Olivia. Merci d'être avec nous. Merci de prendre de votre temps pour répondre à quelques questions. Est-ce que tout de suite vous pourriez vous présenter? Oui, très bien. Bah, merci en tout cas pour aussi également pour cette sollicitation. Donc Steve Delors, j'ai 47 ans. Je partage ma vie entre Paris où je travaille au ministère de la Justice et le sud de la France où que je rejoins les week-ends. OK. Quelles sont vos fonctions, aujourd'hui? Quelles sont vos missions? Alors depuis maintenant bientôt 2 ans, je suis sous-directeur adjoint en charge de l'organisation judiciaire et de l'innovation à la direction des services judiciaires, qui est l'une des 5 directions métiers du ministère de la Justice. C'est très intéressant, on va y revenir parce qu'on a vraiment besoin d'avoir plus de précisions sur ce point-là. Mais, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter en termes de parcours? Vous êtes arrivé dans ce monde de la justice et du droit comment? Comment vous avez découvert ce monde-là? Alors, j'ai un parcours effectivement, un peu singulier par rapport à mes collègues, hein, qui sont essentiellement des magistrats, des greffiers, directeurs de greffe et évidemment autres agents de la fonction publique. Moi, je suis ancien militaire. J'ai fait une vingtaine d'années, hein, dans les armées, notamment dans la marine nationale. Bah, j'ai évolué un petit peu comme ça. Donc j'ai un parcours qui est quand même marqué par mon passage dans les armées. Et je vais revenir un petit peu dessus parce que ça explique pas mal de choses. Je ne suis pas complètement étranger au monde juridique. J'ai fait 4 ans ensuite, donc j'ai quitté l'armée en 2018. J'ai fait un passage de 4 ans dans un cabinet de conseil, une entreprise de services numériques, où j'étais directeur conseil, puis en charge des activités plutôt commerciales et au profit des administrations. Et j'ai donc rejoint en 2022 le ministère de la Justice, la direction des services judiciaires. En réalité, ce qui m'occupe aujourd'hui quasiment à 80% de mon temps, c'est vraiment le volet transformation numérique. C'est d'ailleurs la casquette que j'ai, hein. Je suis un petit peu le monsieur numérique de la direction des services judiciaires. D'accord. Mes missions tournent essentiellement autour de ça. OK. Comment vous avez fait pour faire ce tremplin entre le monde, bah, des armées, et puis ce poste-là, en plus au niveau du numérique, enfin, comment vous faites? Comment vous avez fait tout ce comment on pourrait dire? Ce passage? Il y a une espèce quand même de cohérence, hein. Donc, effectivement, 20 ans, 22 ans même, ça passe tellement vite au sein des armées. On va dire que les 10 dernières années, en tant qu'officier, j'ai été en charge de pas mal de projets euh, d'organisation, d'excellence opérationnelle, de transformation, mais également de projets informatiques. Donc, je baigne quand même dans le numérique depuis une petite dizaine d'années. Euh, D'accord. le corps d'officier auquel j'appartenais précédemment, qui est ce qu'on appelle les commissaires des armées, euh, ce sont en fait très souvent des gens qui sont issus ou qui ont fait des études de droit, qui ont des masters de droit ou qui sont d'anciens juristes. Moi, j'ai des collègues, enfin camarades ou collègues, par exemple, qui sont retournés devenir avocats ou qui sont aujourd'hui magistrats. Donc en fait, il y avait déjà un premier lien avec le monde quelque part de la justice et du numérique. Donc en fait, la conciliation des deux, de ces deux compétences, euh, plus mon passage dans le secteur privé où j'étais en charge de grands programmes de transformation autour de la data du digital, ont fait que j'ai pu naturellement rejoindre ce poste encore une fois, sur un volet organisation et transformation numérique au profit de la direction des services judiciaires. Donc, très brièvement, en tout cas, voilà, on a une cohérence de parcours et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai été approché par un cabinet de conseil, hein, par un cabinet de chasseurs de tête en 2022 qui avait bien identifié mon parcours, hein, sur un réseau social où il avait pu effectivement se rendre compte d'une certaine logique. Et au fil des échanges, et à la fois avec ce cabinet de chasse de tête et évidemment des échanges avec le directeur des services judiciaires, Paul Hubert, et à l'époque Frédéric Trine, qui est aujourd'hui procureur à Beauvais, mais qui était le sous-directeur en titre de l'organisation judiciaire de l'innovation, on a convergé vers un recrutement. OK. Donc vous avez été même appelé, dans votre poste? Alors, j'ai été effectivement, comme je l'ai indiqué, approché par un cabinet de chasseurs de tête. Encore une fois, je crois que mon profil, hein, réunissait pas mal de critères.
Alors j'ai quand même 47 ans, faut pas l'oublier. Ce qui a fait également la différence, je pense, c'est on pourra peut-être en reparler, hein, mais le, ouais, l'expérience, on va dire, d'une administration, hein. J'ai travaillé alors à la fois au ministère des Armées, mais en réalité, j'ai travaillé également aux Affaires étrangères. J'y ai fait 3 ans. J'ai travaillé très, très, très régulièrement avec d'autres administrations, qu'il s'agisse de l'Intérieur, qu'il s'agisse des services du Premier ministre. Mm. Donc, en fait, il y avait une culture, on va dire, de l'administration qui penchait plutôt en ma faveur et dont il y avait besoin. J'ai pas été recruté spécifiquement sur des problématiques plutôt d'ordre normatif ou juridique. Là, c'est vraiment mes collègues magistrats qui s'en occupent. Merci pour tout ça, Steve. Est-ce que je peux juste revenir sur un petit point? Parce que nous, on a quand même des auditeurs qui sont des étudiants. Alors, on a aussi beaucoup de professionnels qui sont en fonction et qui veulent évoluer dans leur parcours professionnel. Dans tout votre parcours, vous avez passé des concours, des examens. Je crois que vous avez des expériences un peu particulières. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ça? Alors effectivement, comme beaucoup, en tout cas voilà, d'agents qui sont dans la fonction publique, bon, on est amené quand on veut évoluer à passer des concours très souvent en interne. Ben, moi, ça a été mon cas. Moi, j'ai eu l'occasion de passer des concours. Je vais juste faire un petit rappel. Donc, je suis rentré dans la marine en 96. Au départ, en voulant devenir officier. Bon, ça n'a pas marché tout de suite. Ben, du coup, je suis rentré comme matelot, mais c'est pas grave. Par contre, j'ai pas perdu de vue l'objectif qui était de devenir officier. Donc ça, déjà, ça me travaillait quelque part. Bah, j'ai pris un peu mon temps, je me suis, remis à une reprise d'études. Voilà, hein, j'ai replongé la tête dans les bouquins en 2006, voilà, 2006-2007, bah, je franchis le pas, je passe un concours d'officier. Passer un concours, ça a exigé, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, des sacrifices, y compris sur ma vie personnelle, ma vie privée. J'ai passé, quasiment, 9 mois, dans ma chambre à travailler, et j'étais convaincu d'avoir, fait tout ce qu'il fallait pour réussir. Eh ben non. Après tous ces sacrifices, en mai 2007, hein, je passe un 1er concours d'officier et j'échoue, mais presque lamentablement. Donc là, je prends une énorme gifle où je me Mm. dis: «C'est pas possible, qu'est-ce que j'ai loupé?» alors que j'étais convaincu d'avoir fait, tout ce qu'il fallait. C'est pas grave, tant pis. Je me dis: «Je vais prendre un peu de temps pour moi, je laisse passer l'été» et puis entre-temps, la marine me mute sur un bateau, où, c'est une particularité, c'est-à-dire que ce bateau, on part 1 an sans famille. Donc deuxième sacrifice quand même pour le travail. Là, c'était un peu le job, et je pars. Je pars sur ce bateau et il se trouve que je réfléchis quand même à ce concours que j'avais, sur lequel enfin voilà, j'avais échoué et je me dis: «Non, c'est pas possible, ça fait des années que je pense à évoluer et à devenir officier». C'était un peu enfin voilà, c'était quasiment un rêve de gamin, hein. Je me dis: Je vais le refaire». Par contre, j'étais dans des conditions difficiles, j'étais loin, j'étais à l'étranger sur un bateau, H24, hein, pendant 1 an, et là, je reçois un message, où on demande des candidats et je m'inscris et ça, c'est en décembre 2007, je m'inscris, le concours est en mars et je me dis: «J'ai 3 mois pour travailler». Et beh, j'ai travaillé nuit et jour pendant 3 mois. Je me rappelle avoir commandé des bouquins sur une plateforme, les avoir reçus dans un pays étranger, un gros carton et les gars m'ont dit: «Mais, qu'est-ce que c'est que ce carton?» C'était que des livres et j'ai potassé pendant 3 mois. J'ai pas beaucoup dormi. J'avais des nuits de 3, 4, 5 heures max pendant 3 mois. Par contre, j'ai fait que ça. Je passe le concours et cette fois-ci, à l'inverse de l'année précédente, je me dis: «Non, cette fois, je suis vraiment pas prêt». Surprise, je passe un premier concours, en pleine opération à l'époque du Ponant, hein, donc voilà, pour les gens qui nous écouteront, l'opération du Ponant en 2008, c'est simplement la prise d'otages qui a lieu au large de la Somalie et à bord de ce bateau, sans divulguer secret, ben, nous, en tout cas, on était mobilisés et on était à proximité immédiate, voilà, on faisait partie de cette opération et je me rappelle encore que pendant le concours, hein, j'avais le casque sur les oreilles, je voyais des équipes, du GIGN, je voyais de l'agitation autour de moi, du bruit et cetera. Donc voilà, pour l'anecdote, je veux dire, les conditions étaient quand même très, très, très particulières. On était bien loin d'une salle dans laquelle on travaille et je réussis un premier concours, je passe un deuxième concours quelques jours après, et je le réussis également. Ben, en fait, qu'est-ce que ça m'a appris? C'est un tout bête, hein, j'ai pas perdu de vue quelque part mon objectif. Quand j'ai échoué, je me suis pas arrêté à un échec et des échecs, on en a tous, hein, enfin, très clairement, hein, et ça Sûr. permet de rebondir et un peu plus loin, en fait, en regardant et en faisant ma propre introspection, je me suis dit: «Mais finalement, j'ai pas perdu de vue cet objectif, j'ai pris mon temps, mais il y a quelque chose qui m'avait guidé et on a tous besoin de mentors» et moi, je me souviens des propos d'un de mes mentors qui était instructeur, à l'école des commandos marines et qui me disait: «Si vous abandonnez une fois, vous abandonnerez toujours».
Alors c'est dur comme à entendre, hein, parce que, il faut l'entendre et il avait une autre expression qui était: «toujours à fond». Et quelque part, je trouve que ça voilà, c'est une forme d'état d'esprit et qui montre que si on veut, on peut, hein, comme le dit la maxime Oui. et c'est vrai et pourtant je suis passé par des phases où je me disais: «C'est pas fait pour moi, j'ai pas le niveau, je suis pas capable, il faut que je revoie mes ambitions à la baisse et puis après tout, pourquoi pas? Finalement, je suis pas trop mal comme ça». Alors oui, si on se met pas un petit peu en cause, si on se bouge un pas forcément, Mmh. on peut vivre comme ça. Mais le succès, il est à portée de main, en fait et je le vois moi avec des amis qui ont passé d'autres concours. On se retrouve dans ces étapes, on se retrouve dans ces moments, un mentor, un échec, et puis par contre quand même une vraie envie d'évoluer, quoi. Mmh. C'est vraiment très intéressant ce que vous dites parce que ce que vous indiquez, c'est que, rapidement, facilement, on peut se satisfaire de là où on est et oublier Oui. ses rêves. Et ce que vous dites, Mmh. bah, c'est que non, allez-y, pourquoi pas? Et en plus, voilà aussi autre chose super intéressante que vous mettez en avant, c'est, ces petites phrases qui restent en tête, de mentors, de personnes qu'on admire, ou des fois même, c'est même pas forcément des personnes qu'on admire vraiment, mais qui nous restent et peut-être se rattacher à ça pour avancer et continuer d'avancer. En revanche, Steve, en termes de révision, vous allez à l'encontre de tout ce qu'il faut, ne pas dormir, être sur un bateau, bon, Faut ça on suivra éviter. pas ces conseils-là. Non, je vous confirme, ça n'a pas été très, très simple, hein, ça a ajouté à la difficulté, bien sûr, mais ça montre n'empêche, hein, parce que j'ai Et oui, d'autres amis à l'époque qui ont été un peu dans les mêmes conditions et qui ont réussi et que ce soit des concours de la catégorie A ou A+, bah, c'est possible. Moi, j'ai jamais été premier de ma classe, hein, j'ai souvent été plutôt un étudiant, même je dirais moyen, mais par contre, avec un peu l'agnac quand même et ouais, mais l'idéal, c'est quand même d'être dans de bonnes conditions à la maison et oui, autre chose, passer un concours administratif, une fois qu'on a pris quel que soit le concours, une fois qu'on a pris la décision, en fait, pour moi, c'est pas simplement un projet professionnel, c'est un vrai projet de vie. Donc il y a aussi des petits conseils qu'il faut pas oublier, c'est de pas s'oublier, de rechercher cet équilibre et moi, lors de ces 2 étapes, même si la deuxième étape, quand j'étais sur le bateau, c'était un peu particulier, bah, j'ai bénéficié du soutien de ma famille, du soutien d'amis, de collègues, et ça, bah, ça faisait du bien. ouais, Donc je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et quand on réussit le concours, il faut pouvoir se projeter parce que, alors il y a certes, la satisfaction d'évoluer, de prendre des responsabilités, peut-être de gagner un peu mieux sa vie, mais ça implique aussi sans doute, des mutations, des charges, des responsabilités supplémentaires. Alors souvent ce qu'on cherche, mais ça veut dire que là aussi, eh ben, ouais, on embarque un petit peu toute sa famille et qu'on a besoin, j'allais dire, c'est une team en fait, hein, qu'on a besoin du soutien des uns et des autres. Voilà. ouais, Oui, parfait, pour moi ça a été essentiel. parfait. Merci beaucoup, beaucoup, Steve. Vous êtes passé des armées au ministère de la Justice. Est-ce que vous y retrouvez, en fait, des valeurs communes? Oui, il y en a. Alors évidemment, la mission est plus la même, hein. Une mission, enfin les armées sont tournées vers la préparation au combat, pour faire court. Mais en réalité, il y a un socle de valeurs que je retrouve. Pas toutes, mais moi ce que je peux la première chose qui m'a frappé quand j'ai rejoint ce ministère et on le sait tous, avec toutes les difficultés aujourd'hui et qu'on peut lire dans les médias, qui touchent à notre monde de la justice, je peux vous dire il y a une résilience incroyable de la part des collègues. Et en fait, de la part de l'ensemble, en tout cas des agents, avec lesquels moi je travaille au quotidien, que ce soit en juridiction, des magistrats en juridiction, des greffiers, ou en direction centrale. Et ça développe une culture de la résilience. Cette culture de la résilience, je l'ai connue, et je l'ai largement côtoyée quand j'étais au ministère des Armées. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus palpable qu'on reconnaît souvent, par exemple, aux militaires, leurs compétences en gestion de crise. Mais par définition, une crise, c'est temporaire. La crise à la justice, elle dure depuis des années, donc elle est quasiment, c'est du quotidien, c'est-à-dire que on cherche à s'en sortir. Et ça nécessite une énergie de tous les jours. Et moi, je vois des gens bah, qui sont complètement dévoués. Et ce dévouement, bah, je l'ai rencontré, cette résilience, je les ai rencontrés, ce sont des valeurs que j'ai rencontrées moi auprès de mes anciens collègues du ministère des Armées et que je retrouve également ici. Un sens de l'engagement, la volonté de servir, ça c'est quelque chose aussi qui est très, pour un ancien militaire, hein, servir d'ailleurs, hein, c'est quand même emblématique, hein, on sait, hein, c'est le terme qui est approprié. Eh ben, je retrouve exactement la même chose aujourd'hui dans la justice. Et quelque part, c'est le sens du service de l'État.
finalement, est complètement tourné vers les justiciables. Donc il y a un ensemble de valeurs et de valeurs même républicaines dans lesquelles on se retrouve, hein, et moi je me retrouve. Donc je suis pas complètement dépaysé. Ça prend juste une autre dimension parce que les missions sont quelque peu différentes, hein. On part pas 6 mois quelque part. Encore que des fois on a des magistrats, des greffiers qui partent, hein, qui sont amenés à partir à renforcer des équipes en Outre-mer, hein. Ça a été le cas par exemple récemment dans l'actualité. Donc ça, c'est un socle de valeurs que je retrouve. C'est vraiment l'engagement, le service au profit finalement de nos concitoyens et quelque part de notre état de droit. Mhm. Tout à fait. Alors, justement, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus précisément de la direction des services judiciaires? C'est quelque chose que on connaît pas tous. Il y a des étudiants qui nous écoutent. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus de, voilà, de la DSJ dans sa composition, sa structure? Voilà, vous nous avez parlé des types d'agents avec qui vous travaillez. Nous préciser un petit peu ça et puis nous préciser les missions véritablement, les impacts hein, que la DSJ a sur les agents au sein des greffes. Alors, pour resituer un petit peu, donc la direction des services judiciaires, qui est, comme je le disais tout à l'heure, l'une des directions et services de ce ministère, elle règle finalement l'organisation et le fonctionnement du service public judiciaire. Donc c'est quelque chose qui est prévu, et notamment dans le code de l'organisation judiciaire. Donc ça, c'est vraiment sa mission principale, l'organisation et le fonctionnement finalement de nos juridictions. Petite particularité, donc je vais effectivement décrire sa composition. Donc elle est composée de 4 sous-directions. La sous-direction des ressources humaines de la magistrature, c'est quand même la maison mère des magistrats, hein, la direction des services judiciaires. Première sous-direction. Ensuite, une deuxième, la sous-direction des ressources humaines des greffes, qui est la population finalement la plus importante. Si jamais j'ai un chiffre global, hein, c'est plus de 21 000 greffiers, en tout cas personnel de greffe, et à peu près un peu plus de 9 000 magistrats. Ensuite, on retrouve la sous-direction des finances, de l'immobilier et de la performance, et puis la sous-direction à laquelle moi j'appartiens, qui est la sous-direction de l'organisation judiciaire et de l'innovation. On a également l'École nationale des greffes, sur laquelle la direction des services judiciaires pardon, exerce une tutelle, un métier. La direction des services judiciaires, une fois que j'ai dit ça, c'est quand même près de 470 agents. Et sur ces 470 agents, qui sont tous regroupés hein, donc, à Paris, hein, sur le site du Millénaire, hein, dans le 19e arrondissement, pour l'essentiel, la sous-direction organisation judiciaire et innovation représente à peu près 160 à 170 personnes. Donc ça en fait l'une des plus grosses sous-directions. Et c'est emblématique parce qu'on mesure bien l'importance que cette sous-direction a au profit, en tout cas, de ces missions d'organisation et de fonctionnement de nos juridictions. Et ça sur plusieurs volets, hein, comme la terminologie laisse l'entendre, et y compris donc le volet, pour ce qui me concerne, numérique. Donc voilà, en tout cas, pour ce qui est de voilà, de son organisation. En fait, c'est une direction réseau, la DJ. Moi, je le vois bien dans mes missions au quotidien. L'idée, c'est vraiment d'assurer le lien avec les juridictions. Donc, ce réseau des juridictions, donc les cours d'appel, bien sûr, les tribunaux judiciaires. Et il faut pas oublier non plus les conseils de prud'homme, les tribunaux de commerce. Enfin, voilà, on a un périmètre quand même assez large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les aider dans la conduite des projets qui impactent leurs organisations, leur fonctionnement, qu'on est là vraiment en soutien. On est une direction réseau, mais on est vraiment là en soutien. Et en fait, on est finalement, parce que c'est souvent un petit peu ce qu'on peut percevoir d'une direction centrale qui peut être un peu éloignée à Paris. Mm. Pas du tout. La plupart, je peux vous dire que la plupart des équipes sont en permanence sur le terrain. On est très, très, très présent et c'est ce qui fait que, en tout cas, nous, on a le sentiment d'être pleinement intégrés aux problématiques de nos juridictions et c'est ce qui nous remonte. Et d'ailleurs, de toute façon, les équipes même au sein de la direction des services judiciaires, qui sont composées à la fois de magistrats et de personnel de greffe pour l'essentiel, font des rotations hein, par le gré des mobilités, par le gré des mutations. Finalement, un jour sont, je vais dire une bêtise, au tribunal judiciaire de Toulon, puis se retrouvent à la sous-direction organisation judiciaire et innovation pendant 3 4 ans, et ensuite retournent en juridiction. Donc on voit bien Mm. que, voilà. Ça, c'est très intéressant d'ailleurs de voir que je peux travailler, bah, vous parliez des greffiers, mais je peux travailler en juridiction et je peux travailler aussi au niveau de l'administration centrale. Complètement, et on arrive même, donc absolument, et quel que soit d'ailleurs, j'allais dire, l'expérience, là, depuis quelques années, on recrute directement des greffiers ou des directeurs de services de greffe judiciaire directement en sortie d'école, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Alors, il y a plusieurs raisons, hein. D'abord, très pragmatique, on recrute, on grossit.
parce qu'il y a plusieurs sujets à traiter, donc on a besoin de se renforcer. On a besoin de profils variés, de jeunes, de moins jeunes, et y compris de sortie d'école, et notamment sur la matière numérique, où on s'aperçoit qu'il y a des compétences que n'ont pas forcément d'anciens greffiers, alors qu'on a une population de jeunes qui est parfaitement à l'aise avec le numérique. Donc c'est peut-être très spécifique, mais c'est quelque chose qui se développe. Donc on a des profils hybrides. Et puis tout au long de la carrière, on a des agents, hein, greffiers, directeurs de greffe, qui à un moment donné souhaitent aussi, parfois pour donner une impulsion à leur carrière, parfois pour euh, Mm. être, être acteurs, moteurs de ce qu'ils vivent en juridiction, pour pouvoir aussi apporter leur pierre à l'édifice. Et ben ces gens-là, à un moment donné, expriment le souhait de rejoindre notre direction des services judiciaires. euh, Parce que tout simplement, cette direction, elle est au cœur des grands enjeux de transformation aujourd'hui de ce ministère, que ce soit sur le numérique ou que ce soit sur l'ensemble des réformes évidemment politiques et Oui, donc juridiques. c'est un travail qui va être complètement différent que de travailler en administration centrale, spécifiquement là dans votre unité, j'allais dire, comme si vous étiez encore à l'armée. C'est un travail qui va être complètement différent. C'est un travail d'équipe, j'imagine. C'est un travail en fait de gestion de projet. Vous, justement, Steve, vous êtes sous-directeur adjoint de l'organisation judiciaire et de l'innovation. Concrètement, votre quotidien, c'est quoi en fait? Alors, mon quotidien, bon, je vous l'ai dit, 160, 170 personnes. Donc, il y a un volet managérial dans mon quotidien qui est très, très fort, hein. Donc, la SDOJ, hein, sous-direction organisation judiciaire et innovation, c'est 7 bureaux. C'est 80% de ces bureaux qui sont complètement dédiés, on va dire, au numérique, que ce soit sur le civil, que ce soit sur le support, que ce soit sur la gestion de gros projets, par exemple, tels que Cassiopée, hein, voilà, qui est le bureau d'ordre, on va dire l'équivalent en tout cas du bureau d'ordre national qui recense tous les événements d'un point de vue pénal. Euh, c'est la participation, en tout cas, c'est l'animation de mes équipes sur la conduite de projet, le pilotage, sur la résolution de problèmes, sur la gestion, en tout cas, des réformes sur lesquelles nous nous sommes impactés, sur lesquelles il faut bah voilà, qu'on- j'allais dire qu'en tout cas qu'on travaille sur nos applicatifs métiers. Oui. C'est la gestion aussi de nos relations avec les cours d'appel et les juridictions, mais également, ça c'est quelque chose qui me prend beaucoup, beaucoup de temps, c'est bah, les échanges forcément qu'on a avec les autres directions métiers, que ce soit la direction des affaires civiles et du sceau, les directions des affaires criminelles et des grâces, que ce soit le secrétaire général, qui est l'un de mes points de contact privilégiés, notamment sur le numérique. Voilà, donc on voit, ou également pour certains sujets, on peut parler de la politique de l'amiable, on peut parler de la politique de suivi des violences intrafamiliales, on peut parler voilà, de différents sujets, et ben également avec le cabinet du ministre, et notamment le conseiller numérique ou le conseiller des services judiciaires. Donc ça, c'est un peu mon quotidien. C'est également bah voilà, l'amélioration constante, en tout cas, de nos process au profit de nos juridictions. C'est également chercher, se montrer créatif, j'allais dire. Donc, dans ce logis, il y a I de innovation. Et là aussi, ça veut dire que même si on a des problématiques au quotidien très concrètes à gérer, eh ben, il faut dégager un petit peu de temps. Il faut réussir à dégager un petit peu de temps pour aller regarder ce qui se fait dans d'autres administrations, dans le secteur privé, auprès de d'autres États européens, euh, en termes d'innovation. Et là, ça va être quoi? Pas trop de surprises, l'intelligence artificielle, ça va être l'automatisation de processus, tout ce qui va nous permettre d'améliorer le quotidien des juridictions et de rendre une justice plus de qualité, plus efficace au profit de nos magistrats greffiers et évidemment, in fine, au profit de nos justiciables. Bah c'est un investissement évidemment de tous les jours. Je ne suis pas tout seul pour ça. Je suis évidemment aidé par les collègues. Et je m'occupe surtout de coordonner, d'animer et de rendre compte dans différents comités auprès de mon directeur ou d'autres autorités. Oui, parce que là, juste à vous entendre, j'entends la mise en place, en fait, d'un point de vue innovation et technologie sur des sujets complètement différents. Les violences intrafamiliales, donc j'imagine un logiciel qui permettrait de gérer tout ça. Au niveau de l'amiable, je ne sais pas, au terme d'innovation, ce que vous pouvez mettre en place, en termes d'ergonomie ou d'améliorer les fonctionnalités des logiciels métiers qui sont déjà mis en place. C'est un travail
immense. D'ailleurs, la dématérialisation des procédures au sein du ministère de la Justice, c'est le sujet qui est tombé pour la première session du concours externe greffier 2024 en note de synthèse. Est-ce que vous pourriez nous parler, je ne sais pas, hein, Steve, dites-nous, peut-être d'un sujet, quelque chose de tout à fait concret que vous êtes en train de mettre en place au sein des juridictions et comment vous le faites? Alors, tout d'abord, moi, je me réjouis qu'effectivement ce sujet soit tombé lors du concours précédent. Ça montre qu'on sensibilise très, très, très tôt, j'allais dire, l'ensemble des agents et en particulier les greffiers. Pourquoi? Ce sujet, je le rappelle, hein, la dématérialisation, hein, qui est pas complètement nouvelle, mais j'allais dire, un tournant en début 2023 avec l'annonce par le garde des Sceaux d'un objectif zéro papier. Cet objectif zéro papier, alors zéro papier, on est d'accord voilà, c'est un objectif en soi. Le nom d'ailleurs a légèrement évolué, mais il montre bien que le volet dématérialisation, c'est l'une des premières briques en termes de transformation numérique. Il n'est pas nouveau. La direction des services judiciaires et ma sous-direction en particulier, on y contribue. Soit on est porteur, soit on contribue. Et je vais prendre quelques exemples. Nous, on travaille, vous savez qu'au sein de la direction des services judiciaires, il y a un gros programme de dématérialisation de la chaîne civile qui s'appelle Portalis, enfin, voilà, qui a vocation, en tout cas, à reprendre demain l'ensemble des applicatifs métiers qui sont aujourd'hui utilisés. Et là, avec le programme Portalis, il y a un peu plus d'un an et demi, et le secrétaire général adjoint, Alexandre de Beauchère, on a travaillé sur la mise en place d'un minutier électronique civil. Pourquoi? Oui, Ben, tout simplement parce que si on veut pouvoir commencer à dématérialiser les minutes, qui étaient encore sous format papier, il fallait mettre en place un petit outil qui s'appelle un minutier électronique civil. Et ben ça, c'est en se déplaçant auprès de nos juridictions, c'est en les écoutant que on a pu, avec cette direction de programme qui relève de la direction des services judiciaires et avec les équipes du secrétaire général adjoint, avancer là-dessus. De la même manière, on travaille sur un outil de gestion électronique des données. Alors tout ça, ça paraît un peu, j'allais dire, presque basique, mais mine de rien, dans notre écosystème, et alors voilà, c'est pas quelque chose que les, euh, que les gens découvriront, c'est qu'on a un système d'information qui est très vieux, qui est obsolète, hein, avec des applicatifs qui sont parfois obsolètes, des technos obsolètes, et la mise en œuvre d'une dématérialisation telle qu'on pourrait la faire dans d'autres organisations, qu'elles soient publiques ou privées, c'est déjà une vraie prouesse. Donc là, on avance. Mais je peux citer également le travail qu'on fait de concert, qu'on mène de concert avec la direction de programme procédure pénale numérique oui, avec on travaille très étroitement et notamment parce que cette direction de programme exploite les informations et les données issues de Cassiopée. Bah, dès lors qu'il faut essayer de travailler sur des procédures nativement numériques, on travaille là aussi main dans la main et le développement de produits numériques avec cette direction de programme se fait avec la direction des services judiciaires. En fait, il y a plusieurs chantiers comme ça et je pourrais en citer sans doute d'autres. Il y a certains projets qui vont faciliter demain la dématérialisation et je pense par exemple à de l'automatisation de processus, pardon, mais ça peut être également d'autres sujets sur lesquels on capitalise ou on souhaite pouvoir capitaliser et miser demain autour de l'intelligence artificielle, où demain on va utiliser ce type de technologie, par exemple dans le cadre de, je sais pas, retranscription d'audience. Alors c'est des sujets sur lesquels on réfléchit qui ne sont pas encore complètement arrêtés, mais qui vont permettre de gagner du temps et donc de travailler et au profit de cette dématérialisation qui est, hein, encore une fois, une dématérialisation qui est l'une des briques essentielles dans le cadre des transformations numériques, quelles qu'elles soient. Et moi, je parlerai d'ailleurs plutôt de transformation digitale, puisque je me place plutôt du point de vue de l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui est oui. derrière son PC. Ok. Et Steve, vous nous avez parlé justement de cette écoute du terrain. Est-ce que vous avez des remontées terrain, justement? Est-ce que vous prenez en compte véritablement ces remontées terrain sur l'utilisation des applicatifs et comment vous le faites? Alors Olivia, c'est une très très bonne question et ça c'est vraiment mon quotidien. Et quand je vous disais qu'on se déplace sur le terrain, eh ben, le terrain parfois se déplace aussi et nous fait remonter plusieurs propositions et notamment en termes d'innovation. Certaines sont un vrai succès. Pourquoi? Parce que eh ben, elles répondent finalement à un besoin qui est beaucoup plus large. Et je vais prendre le cas par exemple du tribunal judiciaire de Marseille où en fin 2022, l'un des greffiers qui travaille sur le domaine correctionnel, qui s'appelle Maxime Grammer, pour ne pas le citer, nous a proposé une initiative qu'on appelle Mistral, et qui permet en tout cas, pendant les audiences correctionnelles et pour le pilotage en tout cas du suivi
de ces audiences, voilà, de faciliter la vie du greffier et de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Or, c'est un irritant fort. Donc là, typiquement, on a dans le cadre des startups d'État, et ça, ces startups d'État, elles sont pilotées par la direction numérique, en lien avec les directions métiers, dont la DSJ. On a pu écouter ce greffier, qui aujourd'hui suit le cours de directeur de greffe, et qui nous a présenté sa solution. Et en fait, j'allais dire, on a acheté tout de suite. Et je peux vous dire Ouais. autour de la table, on avait le secrétaire général adjoint, on avait donc la sous-direction organisation judiciaire et innovation, et d'autres acteurs plus techniques, j'allais dire. Et on a évidemment soutenu ce projet. Mais aujourd'hui, ce projet, il est non seulement en bonne voie, c'est-à-dire qu'il bénéficie de financement, il est régulièrement challengé, hein, il est suivi, donc ça veut dire qu'il faut rendre des comptes. Et surtout, nous, on s'est rendu compte qu'il allait faciliter la vie de l'ensemble de nos greffiers. Donc là, on a typiquement, sur la base en tout cas de bonnes idées du terrain et notamment de ce greffier qui a réfléchi de son côté, qui a su convaincre en local et qui a su porter et qui a bénéficié d'un soutien d'ailleurs en local, hein, des chefs de juridiction, a supporté un projet auprès de l'administration centrale, des choses sur lesquelles on n'avait pas nous forcément pensé. Donc, on voit bien qu'on capitalise sur toutes les bonnes idées et Oui. que dès lors il ne faut pas oublier qu'elles permettent de satisfaire l'ensemble des juridictions, il y a tout intérêt à y aller et les startups d'État sont un très très bon format là-dessus parce qu'elles sont accompagnées, elles bénéficient de financement et on peut les intégrer demain dans nos propres outils. C'est un travail collectif que d'améliorer le quotidien de nos services et de nos juridictions, hein. Ça peut donc remonter aussi, on peut faire aussi des remontées terrain. Merci beaucoup, Steve, pour le temps que vous nous avez accordé, parce que je sais que vous êtes très, très occupé. Merci d'avoir pris ce temps-là, d'avoir apporté voilà, beaucoup d'éclairage. Maxime Grammaire, que vous avez nommé, on va le retrouver aussi. On lui posera aussi davantage de questions sur ce projet Mistral. Mais merci beaucoup à vous, Steve, pour tout ça. Euh, et bonne continuation dans vos projets. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour ne rater aucune de ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.